l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes rois et reines d'Angleterre, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous présente mon Quad de Vince du mois de janvier 2021. Je dois avouer que ce mois-ci, c'est un mois particulier, non seulement à cause d'événements familiaux personnels que je commémore avec ma famille, mais aussi on a vécu une grande perte, moi et Nancy. Dans le fond, je ne sais pas trop comment présenter ça, là, mais grosso modo, Winnie est décédé. Winnie était mon chien. Notre chien, en fait, ça a été un être extraordinaire qui a su nous faire sourire, nous faire rire, nous donner de l'affection, bref, etc., etc. Je vais en parler peut-être plus tard dans la vidéo, là, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé si ça vous intéresse. Autrement, je vous encourage grandement à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir pour avoir des timestamps, des marqueurs de temps, savoir quel jeu je parle et à quel moment je parle de ceux-ci. J'ai l'air un petit peu au-dessus de ça. Croyez-moi, je ne le suis pas. C'est simplement, je ne sais pas trop comment présenter ça sincèrement. C'est arrivé très subitement. Enfin bref, je vous ai dit que je vous en parlerai plus tard. Donc là, je vais juste simplement passer tout de suite à la portion des jeux que j'ai joués. Donc principalement, juste pour vous mentionner, j'ai joué à plusieurs jeux en ligne de façon différée. J'ai joué à quelques jeux avec Nancy. Mais sinon, on commence avec un jeu qui se nomme 18 Los Angeles, qui est une espèce de jeu en fait 18XX qui reprend en fait le système d'un autre 18XX qui se nomme 1846 et va changer la carte, va aussi changer en fait les différentes compagnies privées que les joueurs peuvent acheter en début de partie, puis rendre la carte beaucoup plus petite, beaucoup plus tranchante, puis en fait c'est vraiment découpé au ciseau, là. Donc il faut vraiment faire sa place à travers tout ça. Donc 18 Los Angeles, on a joué qu'une seule partie. Je pense que c'est un des modes qu'il va falloir que je réessaye, malgré que c'est quand même un jeu très long, là. On s'entend, là, c'est des 18XX, donc c'est minimum 3-4 heures en différé. C'est moins pire parce que au moins on a tout d'abord une espèce d'intelligence artificielle qui va calculer nos points. Puis aussi, dans le fond, le revenu que l'on va récupérer en effectuant nos routes. Mais sinon, c'est ça. C'est un jeu quand même très lourd, là, somme toute. Donc, je joue à ces jeux-là 18XX, qui est d'ailleurs aussi les deux prochains jeux que je vais parler, soit 1846 et 1867, sur 18xx.games. Alors, tout d'abord, je vais parler de 1846. Je pense que j'en ai parlé un petit peu là, au dernier Quad 9. Grosso modo, 1846, c'est probablement celui que je trouve qui est le meilleur jeu d'introduction au système de 18XX, puisque il va mettre en œuvre en fait le système 18XX à son état pur, mais au-delà de ça, le système 18XX peut être parfois très tranchant, puis très on se défonce, là, les uns contre les autres, là, on peut se faire mal, alors que 1846 est peut-être plus doux à ce niveau-là. Donc, c'est plus simple pour les néophytes, là, pour ne pas trop se faire ramasser en bon québécois. Et sinon, on a joué à 1867 qui, en fait, va transformer des compagnies que l'on appelle des compagnies privées dans le jeu et qui, par la suite, vont pouvoir s'agencer avec des compagnies en fait, des compagnies nationales. On a une belle carte du Canada qui est immense et, sincèrement, j'ai pas tant apprécié cette notion-là de 1867. Je trouvais que, disons que ça ne joue pas très bien en différé. Il y a une première partie du jeu qui est vraiment longue et qui est un peu essoufflante quand ça prend environ quelques jours là, pour passer au travers, puisque en différé, on joue pas en temps réel, on joue vraiment un tour après l'autre. Ce qui fait en sorte que des fois, les décisions, admettons, ça peut prendre 3 heures ou 4 heures avant qu'un joueur joue. Après ça, 3 heures, 4 heures avant que l'autre joueur joue et que là, finalement, ça arrive à notre tour. Et cette portion-là, en fait, du jeu est quand même assez longue, là. La première portion où est-ce que les compagnies privées vont pouvoir augmenter de valeur et ensuite de ça, se faire racheter par des compagnies nationales. Donc, c'est ça. Je pense qu'il sera réessayé, mais en live, là, vraiment en face à face.
J'explique vraiment je survole ces 18XX-là. Je pense faire une vidéo bientôt, en fait, sur le style 18XX et vous présenter, en fait, le 1846 qui, comme j'ai mentionné, est celui qui est le plus accessible, somme toute. J'ai aussi commandé un petit jeu qui se nomme Café, qui est un jeu vraiment cool. C'est un jeu de placement de cartes qu'on va superposer. Où est-ce que les joueurs vont devoir en fait faire une espèce de séquence où l'on va en fait récolter du café de différentes couleurs. Ensuite de ça, il va falloir le faire sécher. Puis par la suite, le faire grinder, donc le briser en petits morceaux. Désolé, j'ai pas le terme en français. Sous la bouche actuellement. Et finalement, bon, une fois que c'est fait, bon, ben, on les rassemble soit dans notre warehouse, donc notre espèce d'usine personnelle, notre réserve personnelle, ou dans des cafés que l'on possède. Et c'est un jeu qui est tellement simple, puisque en début de chaque tour, on va drafter une carte, on va sélectionner une carte. Il y a 6 sections sur chacune des cartes et ça va être des symboles, soit récupération de certains cafés de différentes couleurs ou encore un symbole de soleil pour dire que c'est une zone d'assèchement pour le café. On la pose sur notre zone de jeu et elle doit recouvrir au minimum deux zones en fait placées précédemment. Et on fait ça 8 fois. Puis en fait, une fois qu'on a placé notre carte, on va passer à travers cette séquence-là que je viens de mentionner. Là. Donc, récupération des grains de café, assèchement des grains de café, grinder les grains de café. Excusez, j'ai pas le terme en français. Et finalement, on va prendre ce café-là et l'amener dans notre réserve personnelle ou sur les différents restaurants qui sont sur nos cartes superposées. C'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien fait. Est-ce que c'est un jeu qui, je pense, peut passer à travers les âges? Non, je ne penserais pas. Par contre, je pense que le casse-tête est vraiment intéressant pour le peu de temps que ça prend, surtout à 2 joueurs. J'ai vraiment trouvé que le jeu a une belle saveur et quelque chose de vraiment le fun à présenter. Puis surtout, quand on parle de café, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça m'interpelle beaucoup des jeux de café. Là. Écoute, ça a l'air que j'ai un amour secret pour les jeux de café. Mais celui-là, super bien fait. J'espère qu'il va arriver en français. Il y avait un livre en espagnol, en italien, en allemand, en anglais, mais pas de français. Je ne sais pas pourquoi. Mais définitivement un jeu que si vous aimez des jeux là, très courts mais qui offrent un bon petit casse-tête, ça pourrait être vraiment intéressant là, pour vous, somme toute. Ensuite de cela, j'ai joué à Food Chain Magnate. Encore une fois, c'était des parties qui étaient en différé. Je dis des parce que oui, j'ai eu la chance de jouer plusieurs parties de Food Chain Magnate. J'en ai d'ailleurs une autre en cours. Et on a joué avec les nouveaux milestones, donc les nouvelles récompenses. Bref, donc ces nouveaux milestones-là proviennent de l'extension de Catch-up Mechanism qui est sortie, je pense, en 2019. J'allais dire l'année dernière, mais on est en 2021. C'est vraiment un jeu, honnêtement, même si j'ai joué certaines parties sans les nouveaux milestones, et sérieusement, c'est vraiment un jeu incroyable qu'il faut essayer au moins 15 fois dans sa vie. Là, parce que je pense que la première partie peut être vraiment difficile. On peut vraiment se faire ramassé par le système de jeu. On peut se retrouver aussi en plein milieu d'un espèce de moment où est-ce que le jeu est super généreux avec nous autres, puis on sait pas trop pourquoi, mais ça s'est passé tel quel. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut l'essayer au moins 15 fois. Là. J'exagère peut-être, mais la première fois, c'est vraiment pas la bonne. Je pense qu'il faut réessayer à plusieurs reprises pour bien saisir l'amplitude, l'ampleur, la profondeur de ce jeu-là. Et surtout, en fait, comment est-ce que les autres impactent notre jeu et comment est-ce que nous, on va impacter le jeu des autres, pardon. C'est vraiment le fun. Puis surtout, le thème, on s'y perd, on s'y plaît. Il y a vraiment beaucoup de belles choses. J'ai beaucoup de belles choses à dire sur Food Chain Magnate. Le seul défaut, c'est qu'en temps réel, en vrai, en direct, en face à face, ça peut prendre jusqu'à 3-4 heures, malheureusement. Est-ce que c'est un point négatif ou positif? Je pense que ça peut être rebutant pour certaines personnes.
Pour ma part, moi, si j'ai le temps et si on s'organise un Food Chain Magnet dans une journée, ça me fait grand plaisir d'y jouer. Puis j'espère en fait que ce jeu-là pourra être plus connu en fait du côté francophone. J'ai l'impression que malheureusement, étant donné qu'on n'a pas la version française, le jeu n'a pas nécessairement une bonne presse. Et surtout, ben, on va se le dire, comme j'ai mentionné, si vous avez joué juste une fois, ben, vous allez peut-être avoir de la difficulté, surtout contre un joueur plus expérimenté ou des joueurs plus expérimentés. Donc c'est vraiment ça le gros hic de ce jeu-là, c'est vraiment d'être capable de s'y plonger et de faire, OK, les premières parties, ça va être difficile. Ça se peut que j'aille des parties qui se concluent vraiment de façon subite puis que ça fonctionne pas du tout. Mais c'est correct, ça fait partie du jeu parce que c'est un jeu d'essai-erreur. C'est un jeu où est-ce qu'on va, on va planifier d'avance, on va essayer, on va créer des stratégies. Puis ça se peut que ça fonctionne mal, ça se peut que ça fonctionne bien. Mais dans tous les cas, c'est un jeu que moi, je trouve vraiment le fun à jouer. Puis comme j'ai dit, chaque partie est une histoire à raconter. Là. Donc ça résume pas mal, en fait, ce que j'ai à dire là-dessus. Là, et je vais continuer à y jouer là, encore et encore. Mais je dirais mon gros coup de cœur là, du mois. Là. Oh boy, que ça, là, j'ai été renversé. Ça s'appelle Hansa Teutonica, qui est un jeu de 2009. C'est tellement bon. Et j'ai voulu y jouer principalement parce qu'un ami à moi s'était procuré la Big Box. Donc, Mathieu, allô Mathieu Ouellette. Donc, voilà, le shout-out est fait. Donc, Mathieu nous l'a présenté en fait sur Tabletop Simulator à moi et à un autre ami qui m'a montré les 18XX. Et somme toute, en fait, le but de Hansa Teutonica, c'est de faire des points. C'est un jeu très euro, là, c'est-à-dire cube en bois, qui va présenter en fait un système que l'on a connu principalement dans Terra Mystica, c'est-à-dire que sur notre plateau personnel, quand on va faire certaines actions, ben, ça va nous permettre en fait de débloquer en fait d'autres actions ou renforcer en fait la force de certaines d'entre elles. Puis on va placer des cubes sur des routes et une fois qu'une route est complétée, ben, on peut en fait retirer ces cubes-là et obtenir un bénéfice, que ce soit de placer en fait une espèce de cube pour dénoter un contrôle de territoire ou encore être capable justement, comme j'ai dit, de retirer un cube de son plateau personnel pour augmenter la force d'une certaine action. Et la twist dans le jeu, ben, c'est qu'on peut décider on peut se placer où l'on veut sur le plateau. Et si un joueur est dans notre chemin, ben, on peut décider de le déplacer en payant 2 cubes ou 3 cubes, dépendamment d'une certaine situation que je n'expliquerai pas ici. Et ça va faire en sorte que cette personne-là va devoir se tasser, mais va prendre le cube en question, ainsi qu'un autre cube de sa réserve et les placer dans une région adjacente. Et là vient le jeu, là vient l'intérêt du jeu, puisque on ne veut pas nécessairement se placer toujours en notre faveur, mais des fois on veut se placer aussi pour bloquer les autres joueurs ou mettre des bâtons dans les roues des adversaires pour être capable de placer plus de cubes sur le plateau. C'est sérieusement la définition du jeu euro. C'est une définition parfaite du jeu euro. Là. Pour moi, là, ça dure pas longtemps. Les règles sont simples. Une stratégie hors du commun. Il y a une big box qui s'en vient chez Matago. Il y a une big box qui est déjà sortie en anglais chez Pegasus Spiel. Et donc, ça réunit en fait, je pense qu'il y avait une extension qui était vraiment reliée à un ajout du jeu et deux autres cartes en fait qui étaient disponibles pour varier en fait l'essence du jeu. Mais sérieusement, je veux dire, j'ai joué une partie puis je pense pas avoir fait le tour du tout du jeu, là, même que je pense qu'au contraire, il va falloir que je creuse davantage. C'est vraiment bon comme jeu. C'est un jeu qui est tombé dans l'oubli. C'est vraiment plate. Parce que selon moi, ce jeu-là va plaire à plusieurs. Si vous aimez des jeux plus corsés, un peu plus corsés, là, où est-ce on va avoir une bonne interaction de joueurs, mais en même temps un jeu euro où est-ce qu'on va gérer nos ressources, on va essayer de performer du mieux qu'on peut. Vraiment, le Hansa Teutonica, c'est fait pour vous, là, définitivement. Peut-être au niveau de l'esthétique, bon, c'est pas un jeu super attrayant, mais encore là, je pense que Hansa Teutonica peut plaire à beaucoup de joueurs, et surtout avec la Big Box qui s'en vient en français, j'espère vraiment que ce jeu-là puisse regagner de la popularité. Je vais le dire comme ça. Donc, j'espère que vraiment, là, vous allez jeter un œil. Je suis flabbergassé par ce jeu-là.
Après une seule partie, je peux confirmer que ce jeu-là est minimum dans mon top 20 de tous les temps. Là. Et je n'exagère pas et je ne pense pas changer mon opinion après tout. J'ai joué aussi à un petit jeu qui s'appelle In Front of the Elevators. Alors, In Front of the Elevators, c'est un petit jeu japonais qui nous provient d'une petite compagnie qui s'appelle Sashi et Sashi. Dans le fond, eux, ils arrivent toujours avec des petits jeux dans des petites boîtes, fort sympathiques, avec toujours des espèces de twists intéressantes, surtout notamment au niveau du thème. Parce que dans In Front of the Elevators, on a en fait ces ascenseurs-là et le but, c'est de placer en fait des papas, des mamans, des garçons, des filles, des grands-papas, des grands-mamans dans les ascenseurs et dépendamment en fait de comment est-ce qu'ils sont, comme l'ordre dans lequel ils se retrouvent devant un ascenseur, eh bien, il va se carrer des points. Mais certains ascenseurs font favoriser, par exemple, maman et grand-maman. Donc, si tu as une maman ou une grand-maman devant cet ascenseur-là, ben, tu vas faire plus de points. C'est très farfelu comme jeu, c'est très, très, très sauté. Je serais curieux de le réessayer parce que je pense pas qu'après une partie, je peux vraiment donner une opinion. Je pense par contre que personnellement, j'ai vraiment trouvé ça sympathique, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Mais c'est weird comme jeu, puis c'est pas nécessairement en fait, c'est un jeu qui a des allures très grand public, mais à cause de son interaction, puis à cause du thème un peu bizarroïde, puis aussi à cause des mécaniques qu'on n'est pas super habitué de voir, je pense que c'est un jeu qui va plaire plus peut-être à des joueurs un peu plus expérimentés, qui vont trouver que le jeu a une belle interaction, puis une belle dynamique, puis surtout un thème qui est assez excentrique. Donc, je pense que je suis pas dû pour faire une critique, c'est sûr et certain, j'ai définitivement besoin de refaire au minimum une autre partie. Je continue en fait avec The King is Dead. Alors j'ai joué à 2 reprises avec Nancy. On a joué en fait, c'était vraiment vraiment le fun. C'est un jeu en fait qui est à sa 2e édition, qui provient de Osprey Games. Et sincèrement, j'aurais envie de jouer à plus que 2 joueurs parce que je pense que le jeu peut promettre beaucoup à 3 ou 4 joueurs, même que si je pouvais y jouer là, à 3 ou 4 joueurs, là, je le considérerais là, définitivement dans mon top de 2020. Je serais vraiment curieux de l'essayer puis de vraiment pleinement le savourer. Encore, parce que je ne suis pas prête à donner une opinion là, telle quelle. Je pense que Nancy a plus ou moins apprécié. Elle avait trouvé ça correct, sans plus ni moins. Mais moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose là, derrière. Là. Il y a une belle profondeur, là, somme toute. Puis beaucoup de belles choses là, qui peuvent être amenées. Surtout que là, j'ai juste joué au jeu de base. Donc là, il y a des cartes qui viennent, qui sont différentes que celles que l'on a au départ. Et elles sont différentes, ce qui fait en sorte qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre trop. Mais en plus de ça, le jeu peut se jouer en équipe, donc en 2 contre 2. Et apparemment, qu'il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est vraiment un jeu qui offre quasiment 4 jeux en un, c'est-à-dire que la partie à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, à 2 contre 2, on offre une dynamique complètement différente les unes des autres. Là, et que vraiment, grâce aux cartes du niveau avancé, ben, on est capable vraiment d'avoir cette dynamique de jeu-là qui va être complètement, vraiment unique d'une partie à une autre. J'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de le mettre sur une table puis de faire quelques parties une à la suite de l'autre là, avec des amis là, ou au pire y jouer en ligne là, mais bref, peu importe. J'ai grande foi en ce jeu-là, là, The King is Dead. J'ai bien hâte de l'essayer puis de me taper quelques parties pour être capable de vraiment vous donner une opinion plus claire, plus concise par rapport à ce que je pense à The King is Dead. Un autre jeu, et là j'ai reçu une grosse boîte de Mythic Games. Je suis vraiment content parce que c'était un jeu qui me faisait de l'œil, que j'avais hâte de voir, qui semblait être super intéressant. Il s'appelle Super Fantasy Brawl. Alors Super Fantasy Brawl, c'est un jeu de duel où on va avoir en fait plusieurs figurines, plusieurs héros, et ça ressemble, c'est littéralement en fait le mix entre 2 jeux que j'avais beaucoup apprécié. En fait, 2 jeux que j'ai beaucoup apprécié à 2 joueurs, donc Aristea pour la diversité des personnages et la dynamique de jeu, mais aussi Warhammer Shadespire
qui va présenter en fait cette espèce de dynamique-là de positionnement avec des objectifs qui sont différents les uns des autres. Alors que dans Aristea, on avait vraiment des scénarios qui nous dictent comment faire des points. Dans Super Fantasy Brawl, ben, on va avoir des objectifs qui vont évoluer au cours de partie. Et le but, c'est d'avoir, en fait, 5 points de victoire. On obtient un point de victoire automatiquement lorsqu'on tue un personnage adverse. Mais aussi, on va obtenir entre 1 ou 2 points de victoire, dépendamment de quel objectif que l'on atteint et où est-ce qu'il est dans la séquence des objectifs qui apparaissent. J'ai joué en ligne, j'ai très hâte, vraiment, vraiment hâte de jouer avec la copie physique. Je vais définitivement faire une présentation à tout le moins, peut-être même une règle critique du jeu. Je capote, là. Je suis vraiment comme un... J'ai l'impression d'avoir reçu un super cadeau de Noël, là, parce qu'en plus, c'est la grosse boîte, le Kickstarter, là, que j'ai tous les personnages. Puis bref, je suis vraiment, vraiment content. Merci beaucoup à Mythic Games de m'avoir donné ça. Et jusqu'à date, la seule partie que j'ai faite, ben, c'est niaiseux à dire, mais j'ai dit aux gars, là, littéralement, ben, les gars, il va falloir que je reconsidère mon top de 2020 parce que Super Fantasy Brawl, ben, ça se peut qu'il en fasse partie, là, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience. Et en plus de ça, ben, c'est sur Tabletop Simulator, c'était comme, même mon ami avec qui j'ai joué à l'autre jour, m'a dit, ben, c'est bien, mais j'aimerais ça que jouer en vrai parce que, tu sais, il y a comme différents éléments là, qui sont difficiles à prendre en compte là, à cause de l'interface. Mais moi, j'ai comme fait, non, moi, j'ai vraiment, vraiment trippé, là, puis j'ai hâte de voir aussi la variété dans les personnages. Bref, je vous tiens au courant, là, sans faute. Et dernier jeu que j'ai joué, il s'agit de Veiled Fate. C'est un jeu qui vient de conclure la campagne sur Kickstarter, je crois. C'est la même compagnie qui nous a amené Moonrakers, Ivy Studios. Et ce jeu-là, ben, en fait, c'est un jeu qui m'a fait beaucoup penser à Name of the Rose de Stefan Feld. Dans Veiled Fate, en fait, c'est qu'on va avoir une couleur qui va nous être assignée en début de partie. Et le but, c'est que cette couleur-là de personnage de demi-dieu soit celui qui a le plus de points en fin de partie. Mais personne d'autre connaît ma couleur. Et les autres joueurs, encore une fois, les autres joueurs ont aussi une couleur qui leur appartient. Ce qui fait en sorte qu'on est toujours aux aguets à savoir qui joue quoi et pourquoi cette personne-là joue ça. Pourquoi est-ce qu'elle va choisir le bleu plutôt que le rouge? Là, elle est en train de mettre le jaune en avantage. Est-ce que vraiment le jaune, est-ce qu'il pourrait être le jaune ou il bluffe, etc., etc. Donc, vraiment, on a cette dynamique-là qui est super intéressante. Et la raison pour laquelle ça m'a fait penser à Name of the Rose, c'est principalement parce que les joueurs peuvent déplacer puis avoir accès à tous les personnages. Et ben, on doit tranquillement, en fait, commencer à déduire au fur et à mesure de la partie les différents personnages que les joueurs sont autour de la table. Je pense peut-être avoir préféré Name of the Rose, en toute honnêteté, parce qu'il y a des choses, comme par exemple dans Name of the Rose, on a des événements à chaque round qui vont venir changer des règles, puis c'est vraiment des choses qui viennent changer drastiquement. J'aime aussi le fait que dans Name of the Rose, il faut faire le moins de points possible. Puis en fait, le jeu de cartes aussi est très intéressant. Mais bon, j'enlève rien à Veiled Fate. Je pense par contre que c'est un jeu qui mérite d'être joué. Il mérite d'être joué vraiment en personne. Vraiment, là, avec des gens autour de la table. Sur Tabletop Simulator, j'étais un peu perplexe. J'étais un peu... je suis pas convaincu que c'est nécessairement la bonne plateforme parce que je pense que le jeu a beaucoup à offrir de façon commune là, avec les autres joueurs et que malheureusement ben, on n'a pas nécessairement la réaction des autres autour de la table. Aussi, peut-être qu'on est moins accaparé, on est moins préoccupé par ce que les autres vont jouer parce qu'au final, c'est pas physiquement devant nous. Donc, puis des fois, c'est plate à dire, mais tu as accès à Internet, donc là, tu vas faire tes affaires quand c'est pas ton tour. Alors que c'est pas un jeu qu'il faut faire ça, là, malheureusement. C'est vraiment un jeu qu'il faut se concentrer et avoir, en fait, le plus possible être aux aguets, comme j'ai mentionné, au départ. Donc, je veux le réessayer et je suis content parce que Joey, tu as acheté une copie. On va y jouer quand tu vas la recevoir. Puis j'imagine que tu vas la recevoir quand la pandémie va être finie. Hein? Vous croyez que vous pourrez vous en sortir? Eh bien non, je suis de retour, moi,
Roger le Vagabond, et je tiens à remercier les patrons qui nous ont supportés ce mois-ci sur Patreon. Alors tout d'abord, nous désirons remercier Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, le créateur du projet Soul. On construit un nouvel au-delà, un jeu de engine building, ressources management, mixé avec un aspect narratif. Nous continuons avec Sylvain Roy, Josiane Lauzon, David Favre, Rosalie Gélina, Miguel Piette, Jessica Hébert Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian ainsi que Marc Boudreau. Si ça vous intéresse de venir participer à notre aventure de l'école du jeu, eh bien, pourquoi pas nous donner à l'école du jeu afin que l'on puisse vous offrir davantage de vidéos, davantage de suggestions, mais surtout davantage de plaisir. Vous pouvez voir cette campagne dans la description ci-bas. Il y aura un lien pour la campagne Patreon. Vous pouvez donner $1, 35 $, 1 million de milliards de dollars. Mais si vous ne voulez pas donner, ce n'est pas grave parce qu'on vous remercie quand même de nous écouter, de regarder nos vidéos et surtout de participer de façon active dans notre communauté géniale qu'est le monde du jeu de société. Merci beaucoup. Et ici, je vais te faire un petit câlin, un petit bec. C'est ce qui conclut donc la portion de jeux joués pendant le mois de janvier pour ma part. Et sinon, je vous présente les différentes vidéos que j'ai produites dans le mois de janvier pour la chaîne. Alors, la première vidéo que j'ai pu faire suite à mon Quad 9 du mois de décembre 2020, ce fut le top 10 de nos pires expériences ludiques, moi et Nancy. On s'en est permis beaucoup parce que vous, les Patreons, vous avez choisi cette vidéo-là comme étant la toute première vidéo choisie par nos patrons. Et on a eu beaucoup de plaisir à la faire. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié aussi notre franc-parler, notre manière très ouverte de dire à quel point que l'expérience de jeu n'a pas été vraiment bonne. Moi, je vous encourage grandement à aller voir, là, pas juste parce que c'est ma vidéo, mais simplement parce que ça fait du bien, autant pour moi que pour Nancy, que apparemment ben des gens ont fait comme « Hey, ça fait du bien de vous entendre pour une fois qu'on peut dire des choses négatives sur des jeux sans retenue. » Donc voilà, allez voir ça, là, je pense que ça vaut grandement la peine. Ensuite de ça, on continue vers une critique express de Cosmic Encounter. Grosso modo, Cosmic Encounter est un de mes jeux de négociation favoris de tous les temps. C'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. Je suis un grand tripeux de ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Bref, vous irez voir la critique express. Là. Donc, le but de cette critique-là est d'être le plus rapide et concis possible en vous donnant un aperçu de ce qu'est le jeu et en vous donnant une critique personnelle et aussi, en fait, un espèce de portrait un peu véritable de ce que le jeu peut amener et pour qui est fait ce jeu-là et encore plus pour qui le jeu n'est pas fait. Je continue avec une vidéo de Moonrakers. C'est une vidéo où est-ce que j'explique les règles, que l'on joue au jeu et finalement que l'on discute du jeu. Donc, j'ai mentionné Moonrakers auparavant avec Veiled Fate, qui est comme la même compagnie qui a fait les deux jeux. Moonrakers est un jeu de négociation mixé avec du deck building qui est un de mes jeux là, favoris de 2020. C'est un jeu aussi que j'ai hâte d'essayer en vrai et surtout de pouvoir voir jusqu'à l'amplitude de ce jeu-là et la profondeur de celui-ci. Et finalement, je vous ai concocté une petite critique qui est règle de Cockroach Poker, Poker des cafards. C'est un jeu, je tripe sur ce jeu-là. Cockroach Poker, je trouve que c'est vraiment, vraiment un jeu super le fun à jouer. Évidemment, c'est pas un jeu qu'on joue avec des gamers, c'est pas un jeu qu'on joue, qu'on se planifie un après-midi de temps puis qu'on joue qu'à ça seulement. C'est vraiment un jeu fait pour monsieur, madame, tout le monde, pour la grande famille, pour la famille, pour les enfants, pour un party. C'est vraiment, vraiment un jeu que je tripe, que je trouve le fun. Oui, il faut se prêter au jeu, évidemment, là, mais en même temps, ça peut créer beaucoup de choses farfelues. Là, donc, ça devient vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là.
En ce qui a trait maintenant du mois de février, alors tout d'abord, je vous ai concocté deux critiques, soit une pour Tellstones, qui est un petit jeu qui nous provient de Riot Games, qui nous a produit, qui nous a fait découvrir League of Legends, et ils ont fait Mech vs Minions, évidemment. Donc, je vous prépare une petite critique de Tellstones, qui est un petit jeu, en fait, une boîte en métal, qui est un jeu de mémoire. Il y a aussi un autre petit jeu que j'ai reçu, c'est-à-dire Matcha, qui est un espèce de petit jeu vraiment super cute. Dans le fond, il faut faire la célébration du thé japonais et récupérer en fait différents éléments de jeu. C'est un jeu de duel qui dure entre 5 et 10 minutes. C'est vraiment un jeu super le fun. J'ai aussi une critique de Baron Park qui est en cours présentement. Donc j'ai très hâte de vous présenter tout cela. Autrement, comme j'ai mentionné aussi, je veux faire une présentation de Super Fantasy Brawl très prochainement. J'ai aussi l'extension de L'île au trésor Capitaine Silver que j'ai très hâte de vous présenter. Mis à part tout cela, il y a une autre vidéo que je veux faire et j'en ai parlé avec les gars, ils étaient complètement d'accord parce que cette vidéo-là concerne un espèce d'hommage que je veux faire à Winnie mon chien. Voilà, donc je vais arriver avec un concept pis ça, bref. Ce ne sera pas une vidéo en lien avec le jeu de société, mais je pense que Winnie mérite que l'on lui fasse une petite place dans l'horaire des vidéos à venir. Donc justement, pour ce qui est de ma part, de moi personnellement, bon, je vous explique un peu ce qui s'est passé avec Winnie. Winnie, ça faisait à peu près 1 an qu'elle avait perdu du poil de la bête, là, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Ça faisait longtemps qu'il était fatigué, puis on sentait que bientôt, là, il allait partir. Et puis, soudainement, il est arrivé un événement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a une journée où il s'est effondré à terre, puis on ne savait pas du tout qu'est-ce qui s'était passé. On n'avait pas d'idée. On était comme, ben, sûrement que ça va passer. Tu sais, des fois, il y avait des malaises comme ça qui passaient, puis après ça, c'était d'autres choses. Le lendemain, ben, ça continue. Il est encore complètement à terre. Il n'est pas capable de descendre les escaliers. Puis, ben, on décide d'appeler le vétérinaire. Puis, on apprend en fait qu'il y avait une masse, en fait, qui était. Il y a une masse, en fait, qui a explosé à l'intérieur de lui et ça a créé une espèce d'hémorragie interne. Puis, ben, il a fallu. On ne pouvait rien faire d'autre. Il était en grosse souffrance, puis il y avait rien à faire. Honnêtement, il n'y avait rien du tout à faire. Il était trop mal en point pour faire quoi que ce soit là, qui aurait pu l'aider ou le sauver. Donc, on a décidé, en fait, c'est ça, il est parti, puis on a décidé plutôt que de lui donner une mort souffrante, puis tout ça, ben, on a décidé de l'euthanasier. Ça me fait vraiment de quoi de tout ça. Là, je pense que les deux, moi et Nancy, on est un peu pas mal à terre. Là, ça nous a définitivement là, déchiré le cœur. On a pleuré beaucoup. On a eu la chance d'être avec lui là, ces derniers instants, mais tu sais, quand même, là, c'est vraiment une grosse perte. Là. Si vous ne connaissez pas Winnie, ben, vous pourrez aller voir les différentes vidéos là, que j'ai faites dans le passé. Là. Winnie était toujours impliqué, puis c'était un golden extraordinaire. C'était un chien qui a fait de la zoothérapie, qui a tellement été un chien parfait et adorable, qui a donné de l'amour, qui a reçu de l'amour, mais qui a appris à moi et à Nancy vraiment une espèce un côté de l'amour altruiste qui va me rester à toujours. Puis je pense que c'est vraiment le meilleur chien que j'ai pu avoir dans toute ma vie. Là. Il y a Banane encore qui est là, donc c'est sûr certain qu'il y a toujours sa petite face de tannant là, qui est super, qui est toujours là. Mais ça fait mal, ça fesse, puis c'est vraiment difficile, là, bref. Je ne vais pas trop en parler, là, comme j'ai dit, je veux faire une vidéo, une espèce d'hommage là, à Winnie, où est-ce que je vais parler un petit peu plus là, de choses personnelles là, avec lui. Mais bref, si ça vous intéresse, là, si vous avez si vous voulez me partager en fait comment c'est passé, si vous avez déjà eu un deuil avec un animal ou quoi que ce soit, ben, faites-moi signe dans les commentaires, là, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à tout cela.
C'est ça, donc je pense qu'au niveau personnel, là, sur une note plus positive, j'ai commencé un nouveau contrat à 20 minutes de chez moi. Là, donc, excusez, là, je saute vraiment d'une émotion plutôt triste puis sobre à quelque chose de super content parce que je suis tellement... J'ai ma première semaine de fête là, et je suis vraiment, vraiment content. J'ai vraiment une belle équipe qui m'a accueilli vraiment super bien. Les gens avec qui je travaille sont extraordinaires. C'est des gens d'expérience, c'est des gens qui ont le cœur à la bonne place. Les étudiants que j'ai vraiment du fun avec eux autres. Ils sont super allumés. Ils aiment l'école, ils aiment apprendre, ils aiment beaucoup, beaucoup en fait être là. Puis de juste être dans la matière, puis j'ai l'impression aussi que c'est des jeunes qui vont pouvoir aller loin dans la vie, là, tu sais, somme toute. Je suis vraiment, vraiment content là, d'avoir ce contrat-là. Et j'espère que ce sera réciproque. Hein. On va espérer que tout puisse bien se passer jusqu'à juin. Mais jusqu'à date, c'est vraiment une des super meilleures décisions que j'ai pu faire. Autant pour ma famille, parce que je me suis rapproché de ma maison. Je faisais 45 minutes de voiture pour aller à mon travail. Il fallait que je passe un pont, donc passer à travers toute la métropole de Montréal. Et des fois, c'était pas très très facile avec le trafic et les mauvaises températures. Alors que là, je suis à 20 minutes et je n'ai pas à passer de pont. J'ai juste à continuer en ligne droite sur une autoroute. Puis après ça, je sors sur une sortie, je rentre et je suis à l'école. Et c'est ça. Donc, j'ai très très hâte là, de pouvoir... de pouvoir voir là, comment est-ce que tout ça va se conclure, mais je suis vraiment, vraiment heureux d'être là-bas. C'est pas mal ce qui fait le tour de moi, personnellement, comment est-ce que ça va dans ma vie personnelle. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à m'écrire et on va vous répondre avec grand plaisir. Si vous avez, en fait, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à répondre par rapport au jeu que j'ai mentionné, par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, n'hésitez pas à le faire. Autrement, je vous encourage grandement à vous abonner à notre chaîne, liker notre page Facebook, nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.